Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Vieux Cons Ludiques, sur la chaîne de la Cafetière TV, qui sera reversée sur, le YouTube des Vieux Cons Ludiques. Les Vieux Cons Ludiques, c'est notre week-end jeu, on est des amateurs de jeux de société à la cafetière évidemment et tous les ans on fait un voire 2. Parfois on a un peu la gourmandise, on en fait 2. Cette année on en fait 2. On fait, 2 week-ends jeux, consacrés aux vieux jeux, à des jeux qui ont plus de 20 ans. Voilà. C'est quelque chose qu'on a commencé en 2002, donc avec des nouveautés de 2002, avec Christine Alcouf, avec Simon Caruso, Émilie Caruso, avec Nicolas Auré qui était là à l'origine du projet, mais il vit en Angleterre, c'est un peu plus compliqué pour lui de venir à chaque fois, mais il est déjà venu une fois. Voilà, et donc toute une brochette d'invités, Pénélope Gaming, Barricadé, tous les amis du web et de la vraie vie, on se réunit pour faire des jeux dans la maison de Simon Caruso, qui est assez grande, et on sort tous les vieux jeux. Donc, comme j'ai, j'avoue, une assez grosse collection de jeux, parce que vous voyez derrière moi, c'est les jeux à moi que j'ai signés, mais il y en a beaucoup dans cette pièce, et énormément au grenier. D'ailleurs, merci à Brenda qui est passée à Dijon et que j'ai embarqué dans le rangement du grenier, la pauvre. Donc on a fait plein de caisses et de sacs de jeux. Et donc tous les ans, je refouille dans mon grenier, je cherche mes vieilleries. Et cette année 2026, on fait les nouveautés 2006. Donc on va ressortir plein de jeux de ces années-là. Je sais que dans le chat, vous n'avez pas forcément connu, connu ces jeux-là. Et c'est Tajim qui nous disait d'ailleurs c'était son année du bac 2006. Je sais pas vous, dites-moi dans le chat si c'est quoi 2006 pour vous? Est-ce que vous passiez encore le bac? Est-ce que vous étiez à l'école? Est-ce que vous étiez dans votre premier boulot? Dites-moi ça. En tout cas, moi 2006, eh ben, j'avais signé mes premiers jeux, et je travaillais pas mal avec Bruno Catala. Je travaille toujours avec Bruno Catala, sur plein de projets, et on avait d'ailleurs des sorties en 2006 et on bossait sur la suite, sur les jeux qui allaient venir par la suite. Guillaume qui dit: «Le bac était déjà loin». J'étais maman d'un enfant de 4 ans, dit Brenda. Ma fille avait 5 et 3 ans, tornade. Mes filles, 5 ans et 3 ans. Oui, on est dans un chat de vieux, quoi, on va dire. Je commençais la fac, mon réguli, ouais, ouais, que de souvenirs. Donc ouais, moi, en 2006, j'étais déjà dans cette maison, ici. Il y avait beaucoup moins de jeux dans cette étagère, mais je crois qu'elle était déjà là, cette étagère. Je crois que je l'ai installée, c'est un des premiers trucs que j'ai installé ici. Il y avait beaucoup moins de jeux à moi, forcément. Et voilà, c'était la belle époque. Hem, bon, attaquons directement dans le vif du sujet. Comme, je vous disais, on fait les vieux cons ludiques. Je fouille dans mon grenier à la recherche, des pépites ou en tout cas des jeux, de 2006. Je m'appuie sur plusieurs sources pour fouiller. BGG, je reprends le classement BGG de 2006. Il y a le site de François Hafner, enfin François Hafner qui a pris sa retraite depuis, hein, qui doit plus s'occuper du site, mais Jeusoc. Il y a énormément de bases de données sur ce site. J'ai compilé toutes les bases de données, les jeux nommés au Spiel, les jeux nommés à l'As d'or, et cetera. Et donc j'ai essayé comme ça d'avoir une vision des jeux importants de 2006. Alors j'ai pas tout, même si à l'époque j'étais déjà dans une phase où j'achetais tout, enfin non, j'achetais pas tout, mais j'achetais beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Hem, c'était une grosse période de boulimie qui a cessé depuis, je vous rassure. J'achète beaucoup, beaucoup moins de jeux. Si j'en achète 10 dans l'année, c'est le grand maximum. Hem, du coup, j'en ai quand même pas mal de cette période. J'ai pas tout, notamment un des gros jeu de l'année 2006, c'est, Tourmont Taxi, le Spiel des Jahres, un jeu un petit peu chiant, on va pas se mentir, où on fait des en fait, c'est l'invention de la poste en Allemagne, et donc on fait des réseaux routiers, pour livrer le courrier. C'est hyper sexy comme thème. La méca est assez chouette, hein, mais j'y ai rejoué très récemment au chalet. Il y a une chouette idée, le jeu est très allemand, donc c'est marron et un peu chiant. Mais le jeu est assez malin. Il y a une méca qui est cool, c'est, que, donc bon, c'est un jeu assez classique, hein, voilà, on pose des choses, on collecte des cartes et cetera. Il y a des règles assez strictes. Bon, mais l'astuce qui est assez chouette, que le truc marrant qui a pas été tant repris que ça,
c'est qu'il y a 4 personnages, dans le jeu, 4 sur le plateau de jeu, 4 4 jokers, on va dire, et à chaque tour, vous pouvez en utiliser un et c'est un joker qui permet de tricher avec les règles, de ne pas suivre la règle et donc ça, c'est assez rigolo parce que grosso modo, c'est un jeu dans lequel on vous dit: «Il y a des règles, mais une fois par tour, vous avez le droit de tricher sur une des 4 règles» et donc il faut se dire: «Ah, ce tour-ci, je vais tricher ça». Ça, c'est l'idée est vraiment cool, très, très chouette idée. Hem 2006, c'est un de mes jeux préférés, Horror Arkham. Moriguli, c'est Horror Arkham, c'est 2006, tu crois? Tajimp, ouais, Trick Track était déjà là, évidemment. Trick Track, c'était tout début 2000, Trick Track. Donc ils étaient pas vieux, mais ils étaient déjà là, ouais, ouais. Coco 49 qui avait 9 ans à l'époque. Alors et demain c'est ton anniversaire demain, Coco 49. Dommage, on rate ton anniversaire, on aurait pu le faire en stream, mais on te souhaitera bon anniversaire mardi, du coup. Hem 2006, donc j'ai pas tout, tous les jeux sortis en 2006, mais en me référant un peu aux différents fichiers, aux différents listings, j'ai fouillé dans mon grenier et voyons ce que j'y ai trouvé. C'est tout dans le désordre, hein, comme ça vient dans mon carton, parce que j'ai rempli un carton à envoyer. D'ailleurs, je fais mon émission, j'emballe mon carton et hop, je l'envoie à Simon. Brenda qui a gagné 2,20 € au loto! Oh là là! Alors pour les gens dans le chat, je vous explique la blague. C'est qu'il s'avère qu'en face de chez moi, il y a une énorme maison très jolie et qui est en face de chez moi depuis des années, parce que ça fait des années que je vis ici et cette immense maison est à vendre, depuis très peu de temps et par curiosité, je suis allé voir et c'est 1 000 000 €. Donc je vous engage à, sub la chaîne, hein, parce que les 1 000 000 €, on va pas les faire comme ça et quand j'ai dit ça à Brenda pour rigoler, elle m'a dit: «Bah, attends, je joue au loto, je l'achète». Voilà, elle a gagné 2,20 €. Va falloir jouer un petit peu plus. Voilà. Avec les numéros que je t'ai donnés, ouais, c'était des numéros à 2,20 €. Je suis désolé, Brenda. Et PHS, salut à toi, qui avait 35 ans ce jour-là, en 2006, j'imagine. C'est quoi alors Diogo Femto qui parle complètement d'un autre sujet. On parle de vieux jeux là, Diogo, voyons. On parle pas d'actu. Heu, alors, hem 1er jeu que je sors de mon carton et que vous avez sans doute jamais vu, je pense. Alors c'est là qu'il faut que je fasse. Ouais, je m'étais entraîné en plus, hein. Je m'étais dit parce que comme c'est à l'envers le retour, c'est compliqué. Hem, ah oui, pour acheter la baraque, ouais, il va falloir en vendre. Bah là, pour l'instant, j'ai plus tellement de grosses, locomotives, je t'avoue, donc je suis pas prêt d'acheter la baraque si tu veux. Animalia, est-ce que vous connaissez ce jeu-là? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Déjà, est-ce que Gameworks, ça vous dit quelque chose? Animalia, c'est un jeu de Bruno Cathala. Il y a pas les noms des auteurs sur la boîte, tiens. Ouais. De Bruno Cathala, de, Sébastien Pochon et de Malcolm Braff et en fait, Gameworks, c'est la boîte de, Malcolm et Sébastien, qui n'existe plus, et qui était à la base une maison d'édition consacrée aux jeux de commande. Animalia, c'est un jeu de commande qui a été fait pour une société d'assurance suisse, une société d'assurance sur les animaux, où tu assurais tes animaux et donc ils ont fait ce jeu-là qui est plutôt marrant, qui était illustré par alors attendez que je vous dise pas le est-ce qu'ils nous ont mis, Mathieu Lessen, ouais, Annie. Donc un jeu de Mathieu, enfin illustré par Mathieu Lessen, avec plein de petits animaux et c'est vraiment marrant parce que je suis retombé dessus, en fouillant, mon grenier évidemment, enfin avec mes listings, je suis tombé sur Animalia, je me dis: «Ah oui, il me le faut» et pour ceux qui suivent un peu la chaîne La Cafetière TV, je suis en ce moment, je travaille sur un jeu avec, Christine Alcouf qui s'appelle Trop Mignon, un jeu dans lequel on collectionne des d'animaux trop mignons et en fait, quand j'ai lu les règles d'Animalia, je me dis: «C'est exactement le même pitch». C'est assez fou. Alors le jeu est très différent, hein, du proto qu'on a avec Christine, mais c'est le même pitch, c'est on collectionne des animaux, il y en a certains qu'on a envie d'avoir dans sa collection, d'autres qu'on n'a pas très envie et qu'on essaye de refourguer aux autres joueurs. Bah, c'est exactement le pitch de Trop Mignon. Voilà. Après la mécanique de jeu est quand même, très, très différente. Il y a un petit parfum de Knizia dans ce jeu, ce qui est plutôt un compliment. Donc c'est un jeu dans lequel on a des animaux, de différents types, qu'on va essayer de tâcher de collectionner et la mécanique est toute simple, hein. On prend le joueur actif prend un animal et le pose devant lui. Par exemple, regardez ce magnifique cheval, très beau et si il ne le veut pas, on fait un tour de table, voir si quelqu'un le veut. Si personne ne le prend, on rajoute une deuxième carte
et on refait un tour de table jusqu'à 3 cartes. Et si à bout de 3 cartes, personne ne les veut, je suis obligé de les garder. Évidemment, sur ces animaux, bah là, il y a des animaux de base, on va dire, mais il y a des animaux avec des petites étoiles qui sont vachement plus mignons que les autres. Il y a des animaux dégueulasses. Il y a des animaux qui font des effets spéciaux, etc. Donc tout est dans le timing de est-ce que je veux cette carte à ce moment-là? Est-ce que je me permets de la faire tourner et quand ça reviendra, je l'achèterai avec une carte meilleure, associée à une carte meilleure. Voilà. Donc j'ai plutôt hâte d'y rejouer. Donc j'ai assez hâte d'y rejouer à Animalia, surtout pour voir un peu les sensations par rapport à Trop Mignon. Mais c'est quand même très très différent pour le coup en termes de mécanique. Voilà, il y a des animaux mignons, on se fait des crasses. Je pense ça va marcher au vieux qu'on lui dit que ça. Alors, deux petites choses, je suis en train de me rendre compte que niveau lumière, j'ai un. Hop, je vais me mettre une lumière là, je crois. Ah, ah. Hop, j'ai l'impression que je suis un peu sombre. Et tu qui dit: «Si elle vaut 1 million, il doit y avoir un branleur de terrain». Non, c'est même pas si grand que ça, en fait, mais la maison est très grande et il y a une piscine et tout le merdier, enfin, petite pause, mais la maison elle est plutôt chouette. Quelle belle lampe, en effet, Brenda, quelle belle lampe. J'espère que la lumière est assez bien, sinon on bidouillera ça en After Effects, là. De ouf. Ah, un autre jeu de 2006, c'est plutôt des choses introuvables, hein, que je vous montre, mais je sais bah, alors moi, je suis devenu un petit peu un aficionados de Caseo, vu que, tu es très beau, merci, Tajine. Hem, oui, donc sur Ocaseo, il y a pas mal d'autres jeux que j'ai prévus pour les vieux qu'on lui dit qui sont à Valence, que j'ai commandés sur Ocaseo, qu'on va envoyer. J'ai commandé pas mal de vieux spiels, en fait. J'aimerais bien qu'au vieux qu'on lui dit qu'on ait tous les spiels d'SCRS, des vieux spiels d'SCRS, c'est ce qui est pas le cas pour les très anciens. Donc j'en ai commandé quelques-uns. Certains tiennent encore la route et sont chouettes. Il y en a qui sont assez approximatifs quand même, hein. Faut pas. À l'époque, il y avait des trucs pas dingos quand même, hein. Ouais, la lumière est de 2006 également. Coco 49. Comme je vous disais tout à l'heure, à l'organisation, à l'origine des vieux qu'on lui dit, il y a Nicolas Houry, mon camarade Nicolas, que je connais depuis des années, depuis au moins 2006, puisqu'à l'époque, il était l'auteur de Mykérinos. Mykérinos, c'est un jeu Istari. Est-ce que vous avez dans le chat, est-ce que vous connaissez cette maison d'édition mythique Istari, la maison d'édition de Cyril Demag, qui depuis, enfin, au fil du temps, après Istari, a rejoint les Space Cowboys et a été notamment l'auteur des Unlock, voilà, du tout premier Unlock. Et puis, de certains de ces déclinaisons. Istari, c'était vraiment à l'époque l'emblème du gros jeu. Voilà. C'était l'éditeur, voilà, quand tu avais un gros jeu, fallait le présenter à Istari. Alors, il s'avère que Mykérinos, c'est leur première petite boîte. C'était 2006, donc c'était après Kelus. Istari, c'était Is, Kelus. Et plus tard, Mykérinos, c'est un autre jeu que je vais vous montrer plus tard. Il y a 2006, ils ont sorti 2 jeux. Donc, ce petit, entre guillemets, petit format Mykérinos de Nicolas Houry. Alors ils étaient réputés, Istari, pour avoir des jeux experts, effectivement. Ouais, tout à fait, Tajim, c'est le format de Spirium. Ils étaient réputés pour faire des bons jeux et des jeux plutôt moches. Voilà, parce qu'on va pas se mentir, cette couve, elle est pas extraordinaire et moi, ce qui m'a vraiment amusé quand j'ai ouvert le jeu, alors après tous ces jeux-là, je les ai, sortis du grenier, évidemment, je les ai exhumés, mais je les ai aussi relus. J'ai relu les règles pour les avoir en tête. Regardez-moi cette règle extraordinaire. Vous pouvez pas lire? Bah, je vous rassure, moi non plus. Alors, il y a le texte est tout petit et c'est écrit sur du papyrus, donc enfin un effet papyrus qui fait que c'est écriture sur écriture, l'enfer sur terre. J'ai les yeux qui ont pleuré le temps de relire ces règles, incroyable. Heu, Kélus était pas mis en couve. Alors Kélus, il y a eu plusieurs couves, hein. Il y a eu au moins 3 couves, je pense, de Kélus et la première, elle était pas dingo. Voilà. Heu, donc du coup, voilà, donc plutôt moche le jeu, mais dans mon souvenir, c'était cool. Et à chaque fois que j'en reparle, là j'ai mis, quelques photos, hein, sur Instagram des vieux jeux que j'ai exhumés. Il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu, en mode: «Ah Mikérinos, c'était trop bien, bon souvenir» et cetera. Donc Mikérinos, j'ai bien hâte d'y rejouer. C'est un jeu de placement, de majorité. Est-ce qu'on peut voir? En gros, on va mettre des petits cubes sur des zones de désert pour faire des majos, hein, pour être le majoritaire dans la zone. Ce qui va nous permettre soit d'envoyer des cubes au musée pour marquer des points, soit de collecter des cartes
de personnages, qui sont le dos des tuiles, qui vont donner à la fois des pouvoirs spéciaux et du scoring, voilà. Donc plutôt malin de ce dont je me souviens. Voilà. Tout à fait, c'est le frangin de Cyril, c'est Arnaud Demag qui faisait les illustrations. Il a fait pas tout Istari, mais une bonne partie d'Istari. Et pour le coup, on en rigole, en disant: «Ouais, c'était pas terrible», pas d mais il y a eu un énorme gap, je trouve, entre les différentes époques, les différentes années et notamment Amitis, je me souviens, je sais plus quelle année c'était. Amitis, c'était un des derniers jeux Istari, je pense. Amitis, c'était plutôt joli, en fait, pour le coup. Il y a eu vraiment une très, très chouette amélioration, je trouve. Non, ah oui, c'est Shakespeare le tout dernier, hein. Ouais, ouais, ouais. Heu, mais alors, Istari, ils ont pas tellement coulé, c'est juste que Cyril a rejoint les Space Cowboys. Et il a essayé un peu de faire vivre Istari en même temps, mais c'était compliqué. Hem, Shakespeare est magnifique. Et ben écoute, moi j'y ai joué une fois, je crois, mais j'en ai un très, très vague souvenir de Shakespeare. Hem, Joypad qui dit: «Shakespeare, c'est une pépite, on y joue encore». Bah, écoute, quand on arrivera aux années, alors vu qu'on lui dit que ça sera dans longtemps parce que Shakespeare, c'était quoi? C'était plus de 2010, hein, c'était 2016, je crois 2015-2016. Donc c'est au vieux qu'on lui dit que ça va être dans longtemps encore. Voilà. 2015, voilà, Diogo Fento, merci. 2015, donc autant vous dire que c'est pour les vieux qu'on lui dit que de 2035, pas sûr qu'on soit en pleine forme en 2035, hein, je t'avoue. Hem, un autre jeu d'un copain, alors celui-là, j'avoue, je n'ai pas encore relu les règles, voilà. Hermagor, alors ça doit rien vous dire du tout. Hermagor, si dans le chat, il y a des gens qui me disent: «Ouah, je connais Hermagor, j'y ai joué, c'est génial», bah, vous m'épaterez déjà. Ah oui, ça c'est bien, bien marron, hein. Du coup, Hermagor, c'est un jeu d'Emanuele Ornella, qui est un auteur italien, qui faisait à l'époque, des jeux à Essen en auto-édition. Donc il s'auto-éditait, il venait à Essen avec sa prod à lui, qu'il vendait sur place, se rembourser, puis faire un peu de sous. Et quelquefois, le jeu était signé chez un vrai, entre guillemets, un gros éditeur. Donc là, vous voyez, c'est Rio Grande, c'est un éditeur américain qui a repris le jeu. Et donc, il en a fait d'autres comme ça qui ont été édités par différents éditeurs. Et Hermagor, c'est un jeu de pick-up and delivery avec une grosse carte, plein de marchandises qu'il faut emmener à différents endroits et un système de marché qu'on voit pas ici. Vous savez, c'est la belle époque où on faisait des tartines de texte pour expliquer les jeux. Et en plus, il y a 2 langues, donc autant vous dire, voilà. En allemand et en anglais, tu vois? Bam, bam. Donc c'est voilà, 2 à 5 joueurs, on est plutôt sur du gros jeu. J'en ai aussi, là, pour le coup, un très, très vague souvenir, mais encore une fois, comme, Mykérinos, quand j'ai posté la photo des jeux des 2006, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui m'ont dit: «Oh Hermagor, que de bons souvenirs» et cetera. Donc là, pour le coup, faut que je relise les règles parce que là, je m'en souviens plus. C'est fou parce que d'ailleurs, on va en parler, mais il y a certains jeux de 2006 dont je me souviens encore des règles. Des jeux auxquels je peux encore jouer sans problème maintenant, sans avoir à relire les règles. Celui-là, j'y ai pas suffisamment joué, je vous avoue, pour pouvoir y rejouer comme ça, comme si de rien n'était, quoi. Je m'attendais à toutes les mécas sauf celle-là en voyant la boîte. Ouais, bah, non, mais ouais, pick up and delivery, système de marché, des marchandises dont les valeurs montent, descendent et fluctuent, il faut s'adapter. Voilà. Donc ça, effectivement, assez probablement, vous êtes passé à côté, pour le coup. Alors, bah, voilà. Crois que je me demande si c'est pas un des jeux qui a survécu à ces années-là. Est-ce que enfin, un des quelques jeux que j'ai dans mon carton qui a survécu et que là, pour le coup, vous devez connaître, je pense. Même si la couve, elle a changé, hein, c'est plus du tout, ça ressemble plus du tout à ça, Talouva. Talouva, un jeu de tuiles. Les tuiles vont vous dire quelque chose. Attendez, je vous montre les tuiles et vous me dites à quoi ça vous fait penser. Ouais, connu dans la nouvelle édition, ça m'étonne pas du tout. Ouais. Très bon jeu, effectivement. Regardez-moi ces tuiles. Que c'est pas une forme qui vous dit quelque chose? Et oui, c'est un peu l'ancêtre de dites-moi dans le chat. Hop, touc. Aucune réaction du chat. Le chat est Mirmes, mais non, mais voyons, les 3 hexagones collés là, voilà, Acropolis, merci, Al 6942, merci à toi.
Ouais, c'est les tuiles d'Acropolis effectivement. Enfin, c'est les tuiles d'Acropolis, c'est Acropolis a repris ce format de tuiles. Après le jeu est très différent pour le coup, ça n'a rien à voir. Hem On met en commun toutes les tuiles sur un seul et même paysage au centre de la table. Voilà, pas chacun le sien. Et en fonction, bon, il y a un système où on a le droit de faire telle ou telle action, hein, mais ça va développer un paysage dans lequel on va poser ces petits villages pour marquer des points. Voilà. C'est super malin, c'est du blocage, c'est de la méchanceté, on peut détruire les villages des autres. Il faut réussir à atteindre une certaine hauteur pour pouvoir mettre certains bâtiments. C'est super malin, c'est un peu compliqué. J'avoue qu'à chaque fois, il faut que je relise les règles de scoring. Pour le coup, j'y joue, tous les 4 ans, hein, on va dire. Je crois que la dernière fois que j'y ai joué, c'était avec, Marie GR Jeux, quand elle m'a dit: «Oh regarde Acropolis, les tuiles, elles sont originales, on a jamais vu ça». Je fais: «Bouge pas, je te fais jouer à Talouva». Voilà, donc très, très chouette Talouva. Un jeu qui a survécu à ces années-là, un jeu qui a plus de 20 ans et qu'on trouve encore en boutique, je crois, hein. Avec une nouvelle couve plus jolie, plus claire là, bah, vous avez vu, hein, on est quand même sur du marron, hein. L'année 2006, c'est l'année du marron, pas compliqué. Voilà, 2006, l'année marron, on a un beau Talouva tout gris, tout marron, tout terne, mais ma foi, gros succès à l'époque, je trouve, je pense. Un jeu de Marcel André Casasola Merkel, qui faisait pas mal de jeux à l'époque, un gros auteur de l'époque dont plus trop parler là, ils sont peut-être arrêtés. Chez Antim Gluck en VF et j'ai plus le nom d'éditeur français sous la je l'ai oublié. C'est Vous allez me le dire dans le chat de toute façon. Je sais que vous êtes bons. C'est avec un P. C'est je l'ai plus! Merde, je ne sais plus. Bon, ça va me revenir. Hem, Tiens, bah, j'ai encore un petit truc marrant à vous proposer. On va le faire par thématique de couleur. Hop, petite boîte, petit format. Ça, c'est Expédition Altiplano. C'est un jeu à 2 joueurs dans la gamme Matago 2 joueurs. C'est une gamme qui n'existe plus, hein. C'était un petit format de l'époque, le format duo collection, encore à l'époque où Hicham faisait partie de Matago. Hicham qui a créé Studio H depuis. Un jeu de Christian Martinez, dont vous avez peut-être entendu un peu plus parler. C'est notamment l'auteur d'un jeu chez Matago, la grosse boîte un peu dans la gamme de Cyclades qui rejoue des batailles celtiques, mais j'ai plus le nom en tête. Elle est très bien préparée cette émission, hein. Ceci dit, je pourrais aller sur BGA, hein, pour le coup. Heu, Hop, Expédition Altiplano. Inis, merci le chat, merci Tajim et Moriguli. Tout à fait, c'est l'auteur d'Inis et son jeu sans doute le plus connu, hein, pour le coup. Hem Effectivement, Christian Martinez, l'auteur d'Expédition Altiplano. Est-ce que c'était pas son premier jeu d'ailleurs? C'est assez possible. Heu, Expédition Altiplano et Inis évidemment qui est le plus connu. Voilà. Donc Expédition Altiplano, c'est du jeu à 2, c'est très marron, c'est l'époque. On s'affronte pour trouver des reliques. Il y a un Les reliques sont au fond d'une pioche, on joue des aventuriers pour aller piocher, faire tourner cette pioche pour aller chercher ces reliques et on se fait des crasses, on s'attaque et cetera. J'ai très peu joué à l'époque. Je pense que ça va être, à l'époque, Hicham qui m'avait offert la boîte. J'y rejouerai avec plaisir pour retrouver ça, voilà. Perso, je suis un Kemet boy. Ah oui, Kemet, c'est aussi, l'un des 3 gros jeux de la gamme, Cyclades. À l'époque, on a fait avec, Bruno, on a fait Cyclades. Plus tard, Kemet est sorti, Inis, alors j'ai plus l'ordre exact, hein, des dates de sa sortie de boîte. Mais effectivement, c'est la gamme et Kemet, c'était aussi un des gros jeux de l'époque. Jolies lunettes, ce sont des fourchours. Non, pas du tout. Mais effectivement, ça me fait un reflet dans les lunettes, ma lumière, que, j'ai un très, très mauvais setup, alors en vrai, j'ai pas de setup, hein, je suis installé sur la table du salon et je me suis juste mis de manière à ce que ça cadre mes jeux pour braguer un peu. Voilà, c'est à peu près mon seul setup, c'est ça, quoi. Voilà. Salut Juju l'autre qui dit: «Bonsoir» parce que tu sais que ça va être retransmis sur YouTube et que les gens peuvent être à n'importe quel moment regarder cette vidéo. On fait on fait une petite rétrospective 2006, comme je prépare le colis des vieux cons ludiques, qui met à l'honneur l'année 2006. J'ai aussi ressorti des vieux machins que j'avais envie d'emmener aux vieux cons ludiques, mais je vous les montrerai si on a du temps. Qu'est-ce que j'ai de marron? Oh voilà, ça
Ça vous dit quelque chose, les amis, dans le chat. Du ballet. Du ballet, c'est un jeu de Serge Laget et de Bruno Catala. C'était oui, c'était après les Chevaliers de la Table Ronde. Hem, alors non, oui, Diogo, c'est marrant ce que tu dis: «C'est la gamme Purple Brain». Non, alors Purple Brain, c'est un éditeur qui a fait une gamme de livres-jeux, enfin de jeux dans des formats livres, mais tu vois, ça existait déjà avant, bien avant Purple Brain et c'était le format de du ballet. Alors c'est un format qu'on qualifie de à la con dans les boutiques, parce que personne n'a envie d'avoir ce format en boutique, c'est super chiant à ranger. Et c'est un format qui n'existe pas. Il y a que ce jeu-là qui a eu ce format. C'était pas une gamme en fait, c'est pas une gamme livre. Hein. Donc ça, ouais. Ah, Jujulo. Ah oui, Jujulo, t'es au Japon, c'est vrai, je me souviens. T'es un japonais. Enfin, tu vis au Japon. Alors du ballet, donc c'est un format livre parce que le proto était un format livre en fait, déjà à l'époque, et l'éditeur a repris, a travaillé dans le sens de reprendre ce format. Donc un jeu de Bruno Catala et Serge Laget, un jeu de course de ballet. Donc c'est un jeu dans lequel on est des sorcières et on fait des courses de ballet sur un plateau de jeu, sur au moins le premier tirage complètement absurde. Je vous montre ça. Vous voyez, on part il y a le start, ensuite la case 1, 2, où est le 3 là, où est le 4 là, le 5 là, ça tourne dans tous les sens. Et en fait, il y a un merdier pas possible. Donc ça simule un peu les acrobaties aériennes, sauf qu'en jeu, c'est l'enfer. Le nombre de fois où on passe du 8 au 16. Et donc sur le deuxième tirage, ils ont dit, ouais, on va peut-être faire un chemin que les gens, ils arrivent à se matérialiser dans la tête quand même. Ce serait pas con. Euh... ouais, un format qui apporte des regrets, tout à fait. Alors, mais Laura, alors ce format, il a une justification quand même. C'est que le jeu, alors je ne vais pas tout vous montrer tous les jeux, hein, mais celui-là, il a quand même une petite particularité qui est rigolote. Donc le livre, quand il s'ouvre, vous voyez, hop, il y a un petit creux. Hop. Alors ouais, je suis nul, hein, parce que j'arrive pas. Dans lequel vous mettez des dés. On lance les dés, et les dés vont vous montrer des symboles en différentes couleurs, en rouge et en noir. Ok. Je vous fais un genre d'exemple. Voilà. Et donc là-dessus, il faut savoir que hop, les faces noires et les faces rouges, si elles ont le même symbole, elles s'annulent. Là, par exemple, on voit un œil rouge et un œil noir, on compte pas les yeux. Euh, Très très vite, il faut se dire dans la tête qu'est-ce qui s'annule, qu'est-ce qui reste. Et ensuite, il faut mémoriser soit la formule avec les dés noirs, soit la formule avec les dés rouges. Dès qu'un joueur pense avoir mémorisé la formule, il ferme la boîte avec le petit rabat qui est là, bim. Et les autres joueurs doivent se démerder pour retrouver le code. Et avec des petites cartes, tu essayes d'écrire la formule magique. Ouais, c'est des dés de Jeanne Masse, tout à fait, Tajim. Et donc, tu as observé les dés, tu t'es dit, ok, ça annule ça, ça annule ça. Du coup, les dés noirs, qu'est-ce qui reste? Il reste ce symbole-là, ce symbole-là. Bim, on joue avec des cartes pour retrouver. On a des cartes sur lesquelles sont inscrits les symboles et on essaye de réécrire la formule. Si la formule est exacte, vous avancez votre balai. Si vous vous êtes planté, bah, vous ne pouvez pas avancer. Et là-dessus, si vous faites une formule rouge, vous allez plus vite, évidemment. Le rouge, ça va plus vite. Si vous faites la formule noire, c'est de la magie noire. Vous allez gagner des effets spéciaux, des cartes et des machins. Et vous allez pouvoir faire des crasses à vos adversaires. Voilà. Donc, observation, rapidité, mauvaise foi, méchanceté. On reconnaît là Bruno Catala, évidemment, dans ses grandes heures. Un jeu que j'ai un peu joué à l'époque, ouais, on y a pas mal joué. J'ai hâte d'y rejouer, en vrai. Moi, je suis vraiment pas un amateur de observation rapidité, hein, vraiment. Moi, les jeux observation de rapidité, ça me fait un peu chier, j'aime pas trop. Mais là, ça me fera plaisir d'y rejouer, je pense, à du ballet. Voilà, un chouette souvenir de 2026 du ballet. Et qui avait gagné l'As d'or d'ailleurs. Je me souviens, à l'époque, j'étais nommé, c'était ma première nomination à l'As d'or. J'étais nommé pour Cash and Gun, sorti l'année précédente. Et c'est Serge et Bruno qui ont gagné avec du ballet. Voilà. Euh, et l'année suivante, j'étais nommé avec Mister Jack. Et je me suis dit, waouh, trop bien, l'As d'or, je suis nommé tous les ans, ça va être génial. Bon, bah, je vous rassure, je n'ai pas été nommé tous les ans après. C'était juste les 2 premières années. Voilà. Et d'ailleurs, Mister Jack sortait en 2000. Voilà.
Donc en vrai, il y a un peu de triche parce que l'année dernière, j'ai emmené Mister Jack. Enfin, j'ai emmené. Ah non, est-ce que j'ai emmené une ombre sur Whitechapel? Non, elle est encore là. Mister Jack, je crois que vu qu'il y a une ombre sur Whitechapel qui est sortie l'année d'avant, je me demande si j'ai pas déjà emmené Mister Jack au vieux qu'on lui dit. Mais en tout cas, 2006, c'est officiellement l'année de sortie de Mister Jack. Donc c'est les 20 ans de Mister Jack cette année, en fait. Salut Mamie de Game, bienvenue à toi. Donc c'est les 20 ans de Mister Jack cette année, 20 ans officiellement, les 20 ans de carrière de Pierrot Lalune, qui nous a illustré Mister Jack, évidemment, qui était son premier travail dans le monde du jeu. D'ailleurs, si vous êtes à Cannes cette année, il y aura une exposition Pierrot Lalune, qui revient sur ses 20 ans de carrière. Voilà. Donc Mister Jack, vous avez vu l'originalité? On l'a fait noir, on l'a pas fait marron. Eh, pas con, t'as vu ça? Donc voilà, Mister Jack, un jeu qui est un peu en fin de vie là, hein, on va pas se mentir. On va voir si on réussit à relancer un peu la machine avec Bruno. C'est un jeu qu'on aime beaucoup, en fait, c'est notre premier travail avec Bruno Catala. Mister Jack. Là, il sort en 2006. Il y a une ombre sur Whitechapel qui sort l'année précédente. Et c'est un jeu sur lequel on a bossé en 2003-2004, en fait. Et c'était le jeu de notre rencontre professionnelle avec Bruno. Voilà. On s'était déjà croisés en week-end jeu, on s'était déjà parlé, échangé, etc. Mais Mister Jack, c'est vraiment notre premier boulot à tous les deux. Et on a très très envie que ce jeu continue d'exister. Donc on a pas mal bossé dessus, on en a fait des extensions, on en a fait des spin-offs. On aimerait bien que ce jeu continue à vivre après ses 20 ans. Voilà. Barakuza qui dit mon préf de la gamme c'est Pocket tellement pur. Je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Pocket c'est vraiment pour moi c'est effectivement un des meilleurs Mister Jack. La simplicité, elle est pure. Très 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 content de cette version là. Ouais. Euh, Je causais avec un pote qui avait découvert Mister Jack lors d'une soirée jeu à Lisbonne et on était pour une conférence. Eh ouais, on a plus de 10 ans, on y joue encore, ouais. Bah écoute, je suis content que les gens jouent encore à Mister Jack, même si c'est un peu moins. Un peu, En fait, faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. À l'époque, les jeux à deux, bah, vous voyez, je vous ai montré Expédition Altiplano. Les jeux à deux, c'était essentiellement le. Là, il y avait une tentative de Matago de lancer une gamme, mais la gamme reine, c'était Cosmos. C'était les boîtes carrées. J'en ai pas sous la main ici, mais je pense que vous voyez un peu ce format, les cités perdues, hein, grosso modo. Cité perdue, qui est celui qui a survécu, hein, qui était c'est le gros banger de cette gamme-là, c'est Cité perdue. Targi également, tout à fait, Al. Kauna, et effectivement, Juge il y en a qui ont quand même survécu. Bah, Kauna, il est encore dans le grenier, je sais pas quelle date c'est, Kauna. Ah, bah non, mais il était sorti déjà à l'époque, Kauna. Je pourrais l'emmener au vieux qu'on lui dit. Euh, et ce format-là, les jeux à deux, c'était ce format-là, en fait. Et quand on a proposé aux éditeurs Mister Jack avec Bruno, qui est un jeu qui tient dans ce format-là, grosse boîte, bah on s'est un peu fait envoyer bouler de partout en disant bah non, les gens ils sont pas prêts à acheter un jeu à ce prix-là. Alors j'ai plus le prix en tête de l'époque, mais comme c'est une grosse boîte, c'est plus cher qu'un petit format carré, quoi. C'est plus cher que Expédition Altiplano, on va pas se mentir, en boutique. Mais on a quand même finalement réussi à faire éditer le jeu et il a très très bien marché, ce qui a permis un peu de prouver aux éditeurs que un jeu à deux, ça pouvait être dans une grosse boîte, ça pouvait être quelque chose. En fait, les jeux à deux, avant, ils étaient un peu considérés comme le petit truc en plus. On joue à deux. Exceptionnellement, les gamers, ils jouent à 4, 5, 10. Et les jeux à deux, c'est une blague. On y joue de temps en temps comme ça sur un coin de table. Mais en fait, non, maintenant, on le sait très bien, les jeux à deux, c'est devenu vraiment quelque chose. En fait, les gens jouent à des jeux à deux. Les gens jouent, j'ai l'impression, presque plus à des jeux à deux qu'autre chose. Parce que on est, voilà, peut-être on a moins de gros groupes de joueurs ou quoi. Et les jeux à deux, c'est vraiment devenu quelque chose. Et c'est un peu depuis cette époque-là qu'on a des jeux à deux un peu plus conséquents en termes de matériel, etc. Même si les prix ont tendance à baisser de ouf. Hein, c'est assez dingo là. Quand on a sorti Gatsby l'année dernière avec Bruno, le jeu est à 18 balles, je crois. C'est assez fou, quoi. Autant de matériel avec juste 18 euros, c'était assez fou. Et des jeux comme Zenith, quand même, qui ont énormément de matos, très compactés dans des petites boîtes. Et c'est assez impressionnant ce que c'est devenu. Bienvenue aussi à toi, Dolmore, dans le chat qui débarque. Dolmore. Ah bah, voilà, on en est au moment de l'autopromo, donc on va le faire, ça sera fait. 2006, c'est aussi l'année de sortie de Cléopâtre. Alors c'est marron, mais c'est plus clair, vous noterez quand même. Donc voilà, Cléopâtre et la Société des Architectes chez Days of Wonder, un jeu que j'ai fait avec Bruno Catala. Il sort en même temps que Mister Jack, mais c'est un jeu qu'on a fait bien après Mister Jack.
Un jeu, qu'on a fait à l'époque quand on a eu terminé Mister Jack depuis un petit moment et on cherchait un nouveau projet pour se relancer et c'est Bruno qui était venu me voir avec sa mécanique de cartes. Donc, Cléopâtre, c'est un jeu dans lequel on collecte des cartes pour fabriquer des éléments du palais de Cléopâtre. Donc là, on s'est un peu laissé aller sur le matériel, hein, on va pas se mentir. Donc en fait, on retourne la boîte de jeu et ça nous fait un habillage sur lequel on peut poser différents éléments de jeu. Et à la fin, vous avez le palais de Cléopâtre qui est construit. Pour les construire, on collecte des cartes avec des ressources, hein, il faut du bois, de la pierre, hein, ça n'a pas été très original. Et la mécanique de collecte, elle est assez maligne. Il y a 3 pioches. Je prends une des pioches et ensuite on met une carte sur chaque pioche. Et donc les pioches, elles montent, elles descendent en fonction des trucs. Et la petite astuce, c'est qu'il y a une partie des cartes qui sont face cachée, donc on ne sait pas trop ce qu'on prend parfois. Et notamment, il y a des fois des cartes corrompues. Il y a des cartes super efficaces, donc qui doublent la valeur de la carte, hein, grosso modo. Ah, je veux une pierre, bah là, double pierre, trop content. Sauf que cette carte, elle est corrompue. On prend un petit jeton qu'on met dans notre petite pyramide et à la fin du jeu, le joueur le plus corrompu, il est jeté au crocodile, il marque 0. Voilà, c'est vraiment la violence de l'époque. C'est assez fou. T'imagines, tu joues une heure et demie à ton jeu, à la fin on te dit, bah t'es mort, tu scores 0. Voilà. Donc du coup, voilà, donc c'est Cléopâtre qui est sorti à cette époque-là chez Days of Wonder. On était hyper content de sortir chez Days of Wonder. Malheureusement, le jeu, il a pas eu un succès monstre, on va pas se mentir. Mais il a fait sa petite vie et puis on l'a ressorti, il y a quelques années chez, Morito Studio, qui est un studio, italien, qui réédite des vieux classiques. Alors de là à dire que Cléopâtre, c'est un vieux classique, faut exagérer, mais voilà. Et dans une version qu'on a retravaillée avec Bruno, on a rendu le jeu moins compliqué sur certains aspects, notamment, les combinaisons de cartes qui permettent de construire. Voilà. Donc on est assez content de cette réédition. Elle a fait sa petite vie aussi. Voilà, c'était elle est pas, ça n'a pas été devenu quelque chose d'énorme, mais ma foi. J'ai été très content que Cléopâtre revienne. Je jette un coup d'œil au chat. Vous avez dit plein de choses pendant que je racontais ma vie. Tout à fait, Bruno a repris la méca des crocos dans Sobek. Ouais, tout à fait. Dans Sobek, il y a un peu la même méca de corruption. Et quelque chose qui lui tenait à cœur, qu'il aimait beaucoup. Euh, nananana, alors attendez, qui a parlé? Parce que les gens se répondent, donc c'est compliqué. Est-ce qu'un jeu à 2 a déjà gagné un prix majeur? Eh bien, je ne crois pas, que des jeux à 2 aient gagné des prix majeurs. D'ailleurs, pendant longtemps, on disait: «Les jeux à 2 ça gagne jamais». D'ailleurs, bah, comme je vous disais, en 2007, du coup, on était nommé avec Bruno, avec Mister Jack à l'As d'or et on n'a pas gagné, du coup. Bon, on s'en souviendrait et c'est Marrakech, Dominique Errard qui a gagné à l'époque. Mais là, bah, alors cette année, on verra ce qui se passe à l'As d'or, hein, mais il y a quand même du jeu à 2, pas mal de jeux à 2 dans la sélection, donc peut-être que c'est l'année où du jeu à 2 gagne. Alors je crois pas que Seven Wonders Duel ait gagné des trucs, importants, il me semble pas. Mais entre, comment? Toy Battle, entre, Zenith. Alors Zenith à la base, c'est un jeu à 2. Il y a l'astuce qui dit qu'on joue à 4 en 2 contre 2. Peut-être que ça va se faire dire au jury: «Ah, il peut gagner, quoi». Ah mais oui, Juju l'autre Sky Team, effectivement, un jeu à 2, je suis bête. Mais en tout cas, c'est très récent. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, les jeux à 2 ne gagnaient jamais de prix. Ça y est, les gens ont enfin réalisé, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que les jeux à 2 deviennent vraiment quelque chose. C'est pas un filler qu'on joue comme ça avant que les copains arrivent pour la soirée jeu, quoi. C'est devenu, voilà, on se pose, on fait un jeu à 2, quoi. Donc maintenant, peut-être les jeux à 2 vont commencer à avoir une carrière. Effectivement, Sky Team, complètement valide, c'est tout à fait ça, effectivement. Hem Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah, on en parlait tout à l'heure. Ah, je vous montre pas l'éditeur, je vous montre juste le look. Je sais quel éditeur édite ça? Que vous avez retenu la leçon de tout à l'heure. Tadadam. Et oui, effectivement, cette année, eh oui, c'est du Istari, bien vu le chat. Effectivement. Vous avez sans doute reconnu Ispahan de Sébastien Pochon. Déjà, on reconnaît le look Istari, hein, évidemment. Ispahan, c'est un. Est-ce que c'est un jeu que vous connaissez encore? En fait, il a été réédité, pas exactement tel quel, mais la mécanique centrale du jeu a été reprise dans un jeu de Days of Wonder, un roll and ride qui passait complètement inaperçu il y a quelques années. Je l'ai plus du tout en tête, j'ai plus du tout le titre en tête malheureusement, mais bon, malheureusement le jeu a pas eu un succès dingo.
Ispahan, c'est vraiment un des premiers jeux de Sébastien Pochon. En fait, on est un peu dans l'époque où où il faisait énormément où c'était sa grande époque, en fait, à Seb. Après, il est allé travailler chez Space Cowboy, comme Cyril Demac, d'ailleurs. Donc on l'a un peu moins vu en tant qu'auteur, mais il a été développeur. C'est notamment à lui qu'on doit en grande partie, et voilà, j'ai mangé le nom. Le jeu des Space Cowboy qui est tout blanc et qui se joue dans le time quelque chose, où on meurt et on revient. Un jeu de Manu Rozois, Time Story, bordel. Très bien préparé ce live, hein. En fait, c'est bien préparé jusqu'à ce que je sorte des rails et que je vous raconte autre chose dont je me souviens vaguement. Time Story, effectivement. Sébastien Pochon était un des développeurs principaux de Time Story. Donc Ispahan, j'ai relu les règles, et ben ça a l'air trop bien. Je m'en souvenais plus, je vous avoue. Je me souvenais de la mécanique de la tour ici. Donc en fait, vous avez un plateau sur lequel vous avez posé des dés. À chaque tour, on jette des dés. Donc c'est cette mécanique, alors on la retrouve dans plein de jeux, hein. La mécanique de on jette une brouette de dés et on se démerde avec. Donc là, on jette plein de dés et on les classe du plus petit au plus grand. Donc voilà, par exemple, s'il y a des 1, bah, ils vont être en bas forcément. Ensuite, tous les 2, les 3, les 4, les 5, etc. Et le lot le plus élevé, donc s'il n'y a pas de 5, il n'y a pas de 6, c'est des 5 par exemple, bah, tous les 5 vont là-haut. Et à chaque tour, on choisit un lot de dés. Et évidemment, plus il y a de dés, plus l'action est forte. Donc voilà, donc c'est... Salut Brenda qui part travailler, bien, merci d'être passé. Euh, voilà, donc avec ces dés, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer des points, mettre des marchandises dans le souk, les envoyer à la caravane pour les scorer, etc. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses, mais là, le cœur du truc, c'est cette tour à dés. Et on va pouvoir aussi avoir un petit plateau personnel dans lequel on va créer des améliorations pour pouvoir booster notre jeu. J'ai très très hâte d'y rejouer à Ispahan. Voilà, je pense que ça fait partie des jeux incontournables de 2006 qui méritent de revenir, je pense, pour le coup. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre côté d'Ispahan? Euh, Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai un truc un peu marrant à vous montrer quand même. Tomber là-dessus. Alors, je pense qu'on va sans doute jouer à ça au vieux qu'on ludique. Il y a un truc, il y a un phénomène qui existe toujours d'ailleurs, mais un peu moins qu'à l'époque. À Essen, donc Salon d'Essen, euh, il y a le Salon d'Essen et généralement il y a toujours un jeu qui fait parler de lui, qui est un peu le truc improbable, le petit machin rigolo qu'il faut absolument ramener chez soi. Et cette année notamment, alors j'allais dire que c'est moins le cas parce qu'au fil des années, il y a tellement de jeux qui sortent, tellement plus qu'à l'époque, que c'est compliqué d'extirper une pépite de tout ça. Des pépites, il y en a plein, des groupes de joueurs, il y en a plein, et la pépite d'un groupe de joueurs n'est pas forcément celle qu'a vu un autre groupe de joueurs. Bref. Mais cette année, il y a eu ce jeu, dont j'ai oublié le nom évidemment, hein, parce que émission pas préparée, où on met des billes dans un genre de cylindre et ça tourne, il y a une course de billes comme ça. Ça, il y a pas mal de gens qui l'ont ramené, ça a été un petit peu la petite pépite d'Essen qu'il fallait avoir, évidemment je l'ai raté, hein, bien sûr. Mais j'y ai joué au chalet, c'est très marrant. Voilà, course de billes, je trouve ça très rigolo. Et donc tous les ans, il y a ce petit gadget à la con. Et en 2006, il y avait All One's Up qu'il fallait absolument ramener parce que c'est un jeu dans lequel vous aviez un zombie mécanique, 4 zombies mécaniques, avec une petite clé pour remonter. Et là, évidemment, si vous n'aviez pas ramené ça des scènes, bah, vous aviez raté votre Essen. Voilà. Oui, merci Dolmore pour le titre du jeu. Donc ça, c'est un jeu dans lequel vous avez un plateau qui représente un cimetière. Hop, je vous le mets comme ça. 4 petites figurines de zombies avec une clé à remonter, les petits jouets, là, et des cartes actions. Et en fait, à chaque tour, eh ben, on remonte son zombie, on le pose sur le plateau et on voit ce qui se passe. C'est complètement con, mais t'avais pas ramené ça à d'Essen en 2006, bah t'avais raté ton salon. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, donc ça, je pense qu'on va y rejouer avec plaisir au vieux con ludique. On va faire 3 parties, on va rigoler, et ça va se retrouver au fin fond d'un autre carton, je pense. Mais si je le ressors pas au vieux con ludique, bah je ressortirai jamais ce truc. Voilà. Très content d'être retombé sur ce machin. Très très drôle. Ah, presque au bout de mon carton. Ça, c'est sorti en 2006, Ligretto Foot. Alors,
C'est assez trompeur comme titre, parce que Ligretto, vous connaissez peut-être, c'est un jeu qui existe toujours. D'ailleurs, je suis passé ce week-end dans une boutique de jeux, où ils étaient en train de faire un tournoi de Ligretto. Voilà, donc ça existe toujours, Ligretto, mais ça, c'est la version football, qui est très différente quand même du jeu normal, on va dire, et c'est sorti à l'époque. Maintenant, ça s'appelle, enfin, la version américaine s'appelle Crazy Kick, Crazy Kick, ça existe toujours, c'est Oya qui fait la version française. Donc si vous tombez par hasard ou quoi dans une boutique sur un jeu qui s'appelle Crazy Kick, où il y a des cartes en forme de haricots, donc là c'est des cartes classiques, mais Crazy Kick a des cartes en forme de petits haricots, et vous vous dites c'est un jeu de foot, rien à foutre, bah achetez-le quand même, c'est super drôle. Ligretto Foot, c'est un jeu de cartes de rapidité, d'observation rapidité. Alors je vous ai dit que j'étais pas fan d'observation rapidité, mais là vraiment, c'est quand même très particulier. C'est un jeu dans lequel s'affrontent 2 équipes de foot qui sont représentées par 2 paquets de cartes. Hop, là en l'occurrence c'est rouge et blanc et noir. C'est plus dans les différentes éditions, qu'est-ce que c'est. Et chaque joueur a un petit paquet de cartes et dépile son paquet. Ça c'est la mécanique de Ligretto. Tac, tac, tac. Et en fait, dès que au centre de la table, on met une carte. Donc voilà. Donc là par exemple, l'équipe noire cherche Mario et Léon pour pouvoir la poser par-dessus cette carte-là. Par contre, chez les rouges, on cherche Team Éditeur. Évidemment, c'est des noms en allemand. Et donc, tous les joueurs de l'équipe noire dépilent leur paquet à la recherche désespérée de Mario et de Léon, en criant pour que tout le monde sache bien ce qu'on cherche, Léon et Mario. Il faut imaginer que toute l'équipe est en train de crier Léon, Mario, en dépilant des cartes en les cherchant. Dès qu'un joueur a trouvé Léon ou Mario, il le place sur la carte. Et certains personnages, notamment Léon, c'est eux qui mettent des buts. Donc dès qu'un joueur qui dit Léon but, bam, pardon. Évidemment, si l'autre équipe, elle intercepte avec un de ses joueurs à elle, et ben, par exemple, Peter, bam, je joue Peter. Maintenant, on cherche Jonas et, je sais pas, Max. Tobias et Max. On les cherche, ta, ta, ta. Voilà. C'est super marrant. C'est techniquement l'équipe qui gueule le plus fort qui gagne. Voilà. Donc, on dit c'est un jeu d'observation rapidité. Pas trop. C'est un jeu de voix qui porte. Voilà. C'est statistiquement l'équipe qui crie le plus fort qui gagne. C'est extrêmement marrant. Si vous tombez sur Crazy Kick en boutique, ne vous fiez pas au look qui est pas ouf, ne vous fiez pas au thème qui est pas ouf. Le jeu est extraordinaire. Voilà. Et vous allez passer des moments géniaux à jouer à Crazy Kick. Non mais faites-moi confiance. Ah. Plus que 4 jeux au fond de la malle, au fond de mon carton. Santiano, encore un jeu qui a pas. Attendez, vous l'avez vu. Hein. J'allais dire, je vous masque l'éditeur et vous me devinez d'où ça vient. Voilà. Ça, c'est Santiano. C'est techniquement, vous voyez, hop, le 3e jeu de Repos Production. Repos Production a été lancé avec Time's Up. Time's Up qui existe toujours, hein, qui est toujours un succès indétrônable. Son 2e jeu, c'est Cash and Guns. C'est un peu moins un succès indétrônable, mais voilà, qui vit sa petite vie toujours. Et leur 3e jeu, c'était Santiano, un jeu qui a un peu disparu, enfin, qui a complètement disparu. Santiano illustré comme Cash and Guns. J'ai oublié son prénom. Oh là là, mais vraiment le gars. Ah oui, Gérard Mathieu. Donc c'est l'illustrateur Gérard Mathieu qu'on connaît bien, qui a illustré aussi Cash and Guns, mais qui avait été choisi à l'époque pour son travail sur Super Gang notamment. Voilà. Donc Santiano, c'est un jeu de colo, on va dire. C'est un jeu d'Alain Orban, un camarade belge. Santiano, l'idée c'est que encore les fonds de boîte de l'époque. Hein. Un petit bout d'illustration, bam, tartine de texte. Plus personne ne fait ça, hein, rassurez-vous. Et si vous êtes éditeur dans le chat, plus personne ne fait ça. Hein. Faut plus faire ça. Voilà. En gros, l'idée c'est que chaque joueur est assis en face d'un bateau. Un bateau avec différentes caractéristiques de couleurs. Alors sa coque, elle est de telle couleur, son mât, il est de telle couleur, sa vigie est de telle couleur. Et on va retourner sur la table, en tout cas pour la première manche, 5 cartes, puis après 6, puis après 7, etc. Et ces cartes, elles indiquent qu'est-ce qui doit changer. Alors attention. Donc, une fois que les 5 cartes ont été révélés, vous regardez. Par exemple, la première carte dit « Je dois être dans l'autre bateau qui a la même couleur de coque ». Vous avez un bateau avec une coque bleue, vous regardez autour de la table, où est le bateau avec la coque bleue? Ah, il est là-bas. Dans votre tête, vous dites « Ok, je suis là-bas ». Maintenant, ça dit « Il faut aller sur le bateau qui a la même initiale de nom ». Parce que tous les bateaux ont un nom.
Donc vous regardez le bateau qui est là-bas, dire: «Ouais, qu'est-ce il s'appelle le Revenge», OK, donc il faut que j'aille dans l'autre bateau qui commence par R. Ah, il est là-bas. Maintenant, il faut que j'aille dans le bateau qui a l'autre couleur de voile. Bam et en fait, dans sa tête, on fait les 5 mouvements. Une fois qu'on a fait ça, on se lève et on court s'asseoir sur la chaise correspondante, même s'il y a quelqu'un déjà assis dessus. Voilà. Effectivement, ça marchera jamais, observation rapidité. Encore, ouais, c'est vrai, il y a plein de jeux d'observation rapidité encore à l'époque. Donc, imaginez-vous la scène, on est 6 autour de la table, il y a un joueur dévoile les 5 cartes, dès que les 5 cartes sont dévoilées, tout le monde fait comme ça, se lève, court, s'assoit à un truc. Des fois, il y a 2 joueurs s'assoient sur la même chaise parce qu'ils se sont gourés. Et après, on fait la résolution pour vérifier si on s'est pas gouré. Voilà. J'ai relu les règles, je me suis dit: «Marrant», je me suis dit: «La résolution, ça doit être l'enfer». Je me souviens plus, je vous avoue que je me souviens plus comment ça marche, mais je pense que la résolution, c'est ça doit être dramatique. Et je me suis dit: «Ah ouais, OK, d'accord, le jeu machin», et après ça dit: «Maintenant vous jouez une manche avec 6 cartes, après vous jouez une manche avec 7 cartes». Oh là là. Et là-dessus, vous avez des cartes plus dures parce que je pense que c'est pas assez difficile. Voilà. On va y rejouer au vieux Call of Duty, c'est sûr, parce que ça va être marrant. On va en refaire une partie et ça va être cool. Voilà, on va terminer avec les 3 derniers jeux que j'ai au fond de mon carton. 3 jeux que j'ai hâte de rejouer. 3 jeux auxquels j'ai rejoué, régulièrement. J'aime beaucoup. Hop, très belle sortie de cadre, pour le joueur français. Ah là, voilà. J'espère que dans le chat, je vais avoir des OU et des A parce que c'est quand même, pour moi, le meilleur jeu de 2006 et le meilleur jeu de civilisation, voilà. Banger, a dit Gatsby dans le chat, effectivement. Là, nous avons Fruzy Edges de Vladash Vatil. Ça, c'est l'édition Yellow, donc la VF. La dernière sortie, je crois. Il y en a eu quelques-unes qui ont été retravaillées. Alors, ça fait typiquement partie des jeux que j'achète à chaque réédition, même si je joue pas, parce que je veux avoir la dernière édition quand je vais y rejouer. Donc là, ça va être au vieux qu'on le dit. Masterpiece, hier, on me dit dans le chat, ouais, ça c'est vraiment un jeu extraordinaire, très long, assez compliqué en termes de règles. C'est clairement pas le jeu de tout le monde. Encore une belle tartine de texte, hein, voilà, on aime. Beaucoup, beaucoup de matériel, même si c'est essentiellement des cartes et quelques pions. Mais toi, Diogo dit, j'ai fait qu'une partie, mais j'ai encore quelques souvenirs. Mais oui, évidemment. Alors, il y a une version Roll and Write, qui est pas du même auteur et qui s'appelle Bronze Age, effectivement. Mais ça, c'est Fruzy Edges. Moi, j'y ai énormément joué, mais principalement en ligne. Voilà, pas vraiment en physique. Le jeu est génial, hein, mais il y a énormément de manipulations, énormément de petites règles que tu peux oublier, et en ligne, tu as moins l'occasion de les oublier. Il y a un site, alors je sais plus s'il existe toujours, mais il y avait un site qui était vraiment notre site de prédilection, qui était exclusivement consacré à ce jeu, où on jouait à Fruzy Edges, et le graphisme ressemblait plus à un tableur Excel qu'un jeu. Mais moi, j'en ai fait des centaines de parties. Voilà, c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu de civilisation. On joue de l'âge de bronze à l'époque moderne, en 4 âges. Enfin 3, enfin alors 5 âges techniquement, mais l'Antiquité, c'est le setup, et l'âge 4, c'est le scoring final. Donc voilà, 3 gros âges, H1, H2, H3, dans lequel on développe sa civilisation. Il y a énormément de mécaniques extrêmement malines, et il est effectivement sur BGA. Donc si vous voulez vous y frotter, allez sur BGA, ça vous permettra de vous faire une idée déjà. Hem Voilà, je pourrais vous parler des heures de Fruzy Edges. Peut-être on fera une édition spéciale sur Fruzy Edges, parce qu'il y a énormément à dire, mais c'est vraiment pour moi la base du jeu de civilisation. Voilà, il y avait à l'époque Civilisation, si vous avez connu Avalon Hill. Un jeu de civilisation, ça dure 12 heures, c'est l'enfer. Bon, là, ça dure 4 heures, un peu moins l'enfer. Alors, ça dure 1 heure par joueur. Voilà. Donc, si vous jouez à 4, ça va jouer 4 heures. Voilà, faut pas se mentir. Si vous jouez à 3, bah, on va être plus sur les 3 heures, etc. C'est un jeu qui se joue très bien à 2, du coup. C'est plus dynamique, plus rapide. La dernière partie que j'ai faite, je l'ai faite avec Penelope Gaming, avec Penelope et Marjo, et je crois même que Mélo a joué avec nous, on devait être 4. La partie était longue, on l'a fait en plusieurs fois. On l'a coupée, on l'a refaite. C'était un très, très grand moment. C'est vraiment ce genre de jeu, tu vas y jouer 4 heures, mais ça va te raconter un truc et pendant 4 heures et tu vas t'en souvenir. Moi, personnellement, mon highlight, c'est, la à la le jeu est très, très long.
Le jeu est très compliqué. Il y a une règle qui permet aux joueurs de quitter la partie, quand ils voient que c'est plus possible. Voilà, si tu vois que tu es mal embarqué parce que c'est un jeu qui est pas gentil, hein, c'est un jeu, les jeux modernes sont beaucoup plus sympathiques, hein. Les jeux modernes te donnent des catch-up et cetera. Là, si tu foires un TTA, bah, tu foires un TTA et tu t'en remettras pas, en fait. Donc il y a une règle qui dit, voilà, si vous êtes largué, bah, vous pouvez quitter le jeu, il y a une procédure, vous quittez le jeu. Et donc fin de partie, à la fin de la partie, à l'âge 3, arrivent en jeu les guerres. Donc c'est une mécanique de jeu qui permet d'attaquer un joueur et selon l'écart de ton militaire de ta force militaire avec lui, tu vas gagner des choses. Et plus l'écart est élevé, plus tu vas gagner. Et c'est connu à TTA, si tu fais larguer en militaire, t'es mort parce que H3, tu vas te faire dépouiller. Mais il s'avère que Penelope Gaming, elle n'a pas suivi ce conseil. Elle était en slip en termes de militaire. Et moi, je suis arrivé avec mes tanks. Et je lui ai lancé une guerre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a concédé la partie. Elle est rentrée chez Mémé. Et du coup, la règle dit que, grosso modo, quand on attaque un joueur et qu'il concède, on gagne un forfait de points ridicule par rapport à ce que je lui aurais pillé. Donc, elle n'a pas été très très fair-play. Elle est partie se cacher dans les montagnes. Donc, ce qui a permis à Marjo de gagner la partie. Voilà. Donc, parce qu'elle m'a battu en points, parce que j'ai pas eu ce gros boost de points que je comptais ramasser sur le cadavre de Penelope Gaming. Vous voyez. Bref, excellent jeu. Si vous êtes là, vous êtes parmi les quoi? On est 20, 30. Ah, on est 40. Si vous êtes amateur de jeux de société, forcément, si vous êtes là, vous n'avez pas peur des gros jeux, ça c'est à vous de voir. Si c'est le cas, jetez-vous sur Frozen Edges de Vladash Fatil. Il y a un gros apprentissage, hein, c'est mieux d'y jouer avec quelqu'un qui connaît le jeu et qui va vous initier. Le jeu est pas mal fait en termes de règles parce que vous avez un tutoriel en fait et des éléments de règles qui peuvent être insérés petit à petit dans le jeu. Notamment les guerres, vous n'êtes pas obligé de jouer avec les guerres à votre première partie. Voilà. Il y a des éléments comme ça et ça vous dit voilà, ne jouez pas l'âge 3. Je crois la partie d'initiation, on joue pas l'âge 3 par exemple. Alors moi j'aime bien tout mettre évidemment. Voilà. Bref, Cozy Edges, pour moi, s'il y a un jeu qui reste de 2006, c'est Frozen Edges. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous avez dit dans le chat, mais oui, effectivement, vous pouvez y jouer sur Steam, et je vous le conseille si vraiment vous voulez apprendre à jouer à Frozen Edges. Il y a une version sur iPad également, enfin iPad, tablette quoi. Dolmore qui parle de la version Avalodil de Civilization. Alors moi aussi, j'ai évidemment cette version. On a fait des parties de 12 heures de Civilization. J'ai même joué à Advanced Civilization à 12 pendant 12 heures sur un plateau gigantesque qui prenait plusieurs tables. C'était un moment assez exceptionnel, mais un peu dur, on va pas se mentir. En termes ludiques, c'était pas le fun absolu, mais c'était vraiment un moment à partager assez extraordinaire. Voilà. Et effectivement, Tajim qui dit dans le chat que la version Roll and Write, donc qui est Frozen Edges de Bronze Age, ressort dans une version rethématisée, paraît-il. J'ai vu passer cette info, mais j'ai pas plus de détails. Donc surveillez ça. Mais moi, pour moi, voilà, Frozen Edges, meilleur jeu. Et là, pendant beaucoup de temps, on me demandait quel est ton jeu préféré, Ludo, toi qui aimes les jeux. Et ben je disais Frozen Edges. Même si j'y joue moins, j'y joue pas tant, mais c'est vraiment un de mes jeux préf. Terraforming Mars, tient la corde aussi en termes de nombre de parties jouées et de plaisir dessus. Voilà, c'est du gros jeu, mais c'est vraiment excellent. On va faire jeu de jeu au fond du carton. Voilà encore un jeu assez extraordinaire, Impérial, Impérial de Mac Gertz. Impérial qui reprend une mécanique de jeu assez chouette que l'auteur a déclinée dans pas mal de ses jeux. Je crois qu'il a la première fois que cette mécanique existe, c'est sur Antique, qui est sorti l'année d'avant, que j'ai emmené au Vieux Coludique. On n'a pas joué d'ailleurs, il faudra qu'on y joue. Évidemment, un plateau, un dos de boîte tellement bien fait que je vais avoir du mal à vous expliquer le jeu. Mais je ne sais pas si vous apercevez ici, il y a une roue qui est cachée par le truc. Alors, vraiment absurde, quoi. Donc du coup, on a une roue d'action. Imaginez une roue sur laquelle il y a toutes les actions possibles du jeu. Et à votre tour, vous avancez votre pion de 1 à 3 cases, un segment sur ce truc. Et sur la case sur laquelle vous arrivez, c'est l'action que vous pouvez faire. Et si vous voulez aller plus loin, et donc de faire des actions normalement interdites, il faut payer. Et chaque case supplémentaire, chaque section supplémentaire, c'est un sou. Et donc ça, c'est une mécanique super propre, qui marche trop bien. Il y a une histoire de timing. Vous savez que tous les tours, vous avez droit aux 3 prochaines actions, mais que de temps en temps, vous pouvez tricher en boostant un petit peu. Vous pouvez anticiper vos actions comme ça. Excellente mécanique de jeu.
Là, c'est mis au service d'une autre mécanique qui est vraiment chouette et qu'on n'a pas tant revue, je crois, dans les jeux. Impérial 2030, ça raconte, l'expansion des pays, des grosses puissances, européennes, au début du siècle dernier, juste avant la Première Guerre mondiale, en fait. Chaque nation va, s'armer, construire des usines, monter des armées, construire des bateaux de guerre et va augmenter sa puissance en se développant dans les différents pays autour. Donc là, en fait, on a plusieurs zones colorées qui sont les pays qu'on va jouer dans le jeu et des zones grises qui sont les pays qu'on va pouvoir, «soumettre» entre guillemets pour pouvoir leur taxer de l'argent. C'est essentiellement un jeu d'argent, en fait. Il s'avère que donc sur les bords du plateau, vous voyez, il y a 6 emplacements, 3 d'un côté, 3 de l'autre, qui représentent les 6 pays qu'on va jouer et il y a des zones dans lesquelles on va mettre l'argent de ce pays. En fait, chaque pays va avoir va posséder une somme d'argent et en fait, chaque joueur ne joue pas un pays. Chaque joueur joue un investisseur qui va prendre des parts dans un pays. Donc c'est assez particulier. Imaginez un risque dans lequel vous avez 6 joueurs, mais en fait, vous prenez des parts dans les joueurs. Vous dites: «Oh là là, la France, ils sont forts en ce moment». Bam! On dépense de l'argent, on donne de l'argent à la France, on prend des parts et le joueur qui a le plus de parts dans le pays contrôle le pays. C'est assez dingo, il se peut qu'on contrôle plusieurs pays à la fois. Il se peut que vous ayez des parts dans un pays que vous contrôlez pas, mais vous êtes quand même partie prenante pour ce pays parce que vous avez une grosse part de ce pays et vous avez envie qu'il vous rapporte des dividendes. Il y a un côté action comme ça. C'est, assez malin, assez méchant. On développe son pays, vous voyez, au début du jeu, chaque joueur a des parts dans plusieurs pays, donc chaque joueur contrôle un pays. On le développe, on est content, et à un moment donné, il y a un joueur plus riche que vous qui vous dit: «Ouais, ton pays, il a l'air pas mal là». Bam! Et il lâche le gros pognon et il vous prend le contrôle du pays et vous vous retrouvez minoritaire dans ce que vous avez construit. Et donc un petit côté, jeu de bourse, jeu d'action, un peu à la Acquire, sauf que là, c'est un jeu de guerre. Voilà, et donc les pays, quand ils se développent, ils créent des armées, ils se rentrent dedans, voilà. C'est vraiment très, très chouette. J'ai hâte d'y rejouer aussi. Il y a eu une version, quelques années plus tard qui s'appelle Imperial 2030 qui se joue dans le futur, dans le monde entier. Là, on est que sur l'Europe. Et l'ambiance est vraiment, à la fois glaçante parce que c'est vraiment notre époque, en fait. Avec, voilà, avec les différentes, problèmes d'allégeance entre les pays et cette histoire de prendre des participations dans les pays pour les rendre plus forts et pour pouvoir en retirer le plus gros profit. Parce que la mécanique un peu méchante du jeu, c'est qu'en fait, on développe un pays pour qu'à un moment donné, on reprenne l'argent qu'on a investi et qu'on le saigne, en fait. Donc et c'est le plus riche qui gagne à la fin. Donc c'est vraiment extrêmement cynique comme jeu. Le thème paraît impossible à sortir aujourd'hui. Bah, en fait, je t'invite à jouer à Imperial 2030 et tu te diras: «Ah, ça ressemble à quelque chose que je connais». Ouais, donc en fait, le jeu est extrêmement cynique. On développe un pays, on développe son infrastructure, on le développe sous forme de territoire. À un moment donné, on récupère l'argent que ce pays possède, en fait, on taxe, c'est l'action taxation et ensuite, eh ben, on récupère ses dividendes et on fait: «Ah, bah, il y a plus d'argent dans le pays, rien à battre, j'ai récupéré mon pognon et maintenant je vais investir dans son ennemi pour pouvoir lui rentrer dedans». Voilà. Extrêmement cynique, extrêmement méchant. J'ai très hâte d'y rejouer. Et enfin, on va terminer, ça fait 1 heure qu'on est là, on va terminer par un jeu qu'on a très, 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 très hâte de faire revenir au vieux ludique. L'année dernière, je me disais: «Chouette, chouette, c'est l'année de Gift Trap». Eh ben non, c'était pas l'année dernière, c'est cette année. Gift Trap, un format assez bizarre, hein, on va dire, une grosse, grosse boîte carrée. Et Gift Trap, c'est le jeu des cadeaux. Et ça, je crois qu'il est plus disponible. Mais si vous avez l'occasion de trouver un Gift Trap, je vous invite à vous jeter dessus. Gift Trap, alors pour le coup, format différent, coloré, hein, on n'est pas dans du marron pour une fois. Alors là, j'avoue, ah là, on est sur du kaki. Bon. Mais on est quand même. C'était quand même l'année du marron, hein. Gift Trap, ouais, Romary qui dit excellent jeu, ça. Ouais, Gift Trap, c'est très très bien. Gift Trap, c'est tout con. Chaque joueur, enfin chaque partie, à chaque manche, on va mettre sur la table 9 cadeaux sous forme de cartes. On va en trouver quelques-unes. L'idée est que on va devoir offrir ces cadeaux aux autres joueurs et se dire quel cadeau me plairait à moi. Donc voilà, sur la table, vous avez alors voilà, gros plateau, vraiment un format étonnant avec plein de matériel assez fou. Voilà, tout le petit matériel d'un joueur est dans un petit sac trop mignon. Voilà, hop. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, par exemple, parmi les cadeaux qu'on peut avoir dans cette partie, on va te dire des leçons de conduite.
Pas très sympa. Quand on dit un machin: «Tu auras pas besoin de leçon de conduite». Faire du karting avec 10 potes. Génial, oui ça. Une collection de films d'espionnage, hein. Enfin voilà, donc il y a, 9 cadeaux, voilà, sur la table et chaque joueur va déterminer quel cadeau j'offre à qui autour de la table, en me disant: «Oh Ludo, le karting, il adore». Bam, karting. Donc chaque joueur programme ça. Chaque joueur va aussi programmer quels sont les cadeaux qui lui feraient tellement plaisir et quels cadeaux il veut absolument pas avoir. Et ensuite, on passe à la phase de révélation et on vérifie si on a fait les bons cadeaux, on va marquer des points. Si on a fait un cadeau pourri à quelqu'un, on a offert le truc que le joueur en question ne voulait pas, bah, on va perdre des points. Si on vous a offert des cadeaux trop voilà, vous êtes trop content, vous marquez des points. Voilà, c'est super rigolo, c'est assez marrant, à la fois c'est en fait, à la fois c'est marrant d'y jouer avec des gens qu'on connaît, hein, mais c'est aussi très marrant d'y jouer avec des gens qu'on connaît pas. Parce que du coup, on est vraiment sur des a priori de ouf. Effectivement, Romaric, il faudrait une pétition pour que Cocktail Game réédite ce jeu. Ça serait vraiment dans leur corde, complètement. Voilà. Donc c'est très, très marrant. C'est assez rigolo de mixer dans la table des gens qui se connaissent un peu, des gens qui se connaissent pas et tout, ça crée des situations un peu marrantes. D'ailleurs, j'ai souvenir d'avoir joué en week-end jeu avec des gens, notamment quelques-uns que je connaissais pas, ou très peu, et notamment une jeune joueuse, qui était, un peu, on va dire, entre guillemets, toute frêle et toute mignonne. Et donc, moi, j'avais un peu tendance à lui offrir les trucs mignons. Et en fait, je dis: «Mais non, mais moi, j'aime la bagarre, je veux des flingues». «OK, d'accord, bah, je savais pas». Voilà. Donc voilà, il y a des trucs, voilà, c'est très, très marrant. On a très, très hâte d'y rejouer au vieux qu'on lui dit qu'à Gift Trap. Ça, je pense que ça va encore être un très, très chouette moment. Et effectivement, c'est typiquement un jeu Cocktail Games. La prochaine fois que j'ai Mathieu au téléphone, il faut que je lui dise: «Eh, au fait, Gift Trap, rééditez ça, ça va être génial». Voilà, je suis arrivé au fond du fond du fond de mon carton. Ça, c'est les jeux 2006 que je vais emmener au Vieux-Con Ludique, enfin que je vais envoyer au Vieux-Con Ludique pour qu'on puisse y jouer cette année. Je sais pas quel jeu alors, en fait, j'envoie tous les gens des jeux au Vieux-Con Ludique, mais à un moment donné, il va falloir en enlever, hein, de la collection, il y en a trop. Donc on va faire du tri et mettre de côté ceux auxquels on n'a pas vraiment envie de jouer, régulièrement. Je sais pas quels jeux vont rester au Vieux-Con Ludique. Fruzy Edges, j'imagine. Ispahan, c'est à peu près sûr. Voilà. Talouva, sans doute. Je sais pas, parmi tout ce que je vous ai énuméré, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont titillé l'intérêt dans le chat? Dites-moi. Moi, en vrai, j'ai envie de jouer à tout. Je me dis, ouais, ça, c'est les jeux de 2006 que j'ai trouvés dans mon grenier. Et en vrai, j'ai envie d'y jouer, en fait. J'ai envie de les redécouvrir. Donc voilà, on va empaqueter tout ça. J'en ai quelques autres là de vieux jeux qui sont plus vieux que 2006. Voilà, donc on a déjà passé 1 heure à discuter de ça. Donc on va pas revenir là-dessus. Ispahan, très bon souvenir, ouais, Romaric, tout à fait, je suis d'accord. Ispahan, très hâte d'y rejouer. Mykérinos, bien envie d'y rejouer aussi avec, j'espère qu'il sera là, Nicolas Aubry, pour rejouer avec lui à Mykérinos. Voilà. Hem Bien, on va conclure cette émission. Cette émission, elle sera reversée sur YouTube pour les gens qui n'étaient pas là, mais vous étiez quand même un petit peu nombreux aujourd'hui, c'est cool. Merci, d'être venus, même s'il y a d'autres, j'imagine d'autres trucs à regarder, sur YouTube, sur YouTube, sur Twitch, en jeu de société. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.